Voilà. Alors, bonjour Pierre. Donc Pierre Pelouzet, vous êtes le médiateur des entreprises. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation à cette manifestation. Donc Pierre, en 2012, vous étiez médiateur national des relations inter-entreprises et depuis janvier 2016, vous êtes le médiateur des entreprises. Alors la médiation remonte à 10 ans maintenant. Elle a au fil des années évolué et agrandi ses domaines d'activité. Pouvez-vous nous éclairer sur son rôle et ses domaines d'intervention en 2021? Et avec plaisir, chère Sandrine. Déjà, merci de cette invitation et bravo pour avoir organisé cette journée. Bonjour à toutes et à tous. Je suis effectivement heureux de pouvoir partager 10 ans de vie de la médiation avec vous ce matin. Et puis, vous en verrez d'autres aspects au fur et à mesure de la matinée, puisque au cours des tables rondes, on va aborder des thèmes que nous couvrons. Et donc, j'espère que ça vous donnera un panorama assez étendu des activités qu'on peut mener. Pour revenir au point de départ, le rôle du médiateur des entreprises, c'est d'abord de restaurer, de renforcer, de créer de la confiance entre les acteurs économiques en utilisant principalement un outil très simple, mais malheureusement pas suffisamment répandu, qui est le dialogue. Quand je dis les acteurs économiques, vous m'avez compris, c'est à la fois des relations entre entreprises, mais aussi entre entreprises et acteurs publics. Je sais qu'il y a évidemment beaucoup d'acteurs publics dans l'assistance, j'allais dire dans la salle, dans l'assistance. Nous travaillons énormément sur les marchés publics, de même que nous travaillons sur les marchés privés. Donc, on va essayer de travailler sur cette confiance parce qu'on est intimement persuadé que la confiance est une des clés de la réussite, de la compétitivité de nos entreprises. C'est-à-dire que si on passe du temps à douter, à travailler sur la défiance, à se disputer, à ne pas arriver à se parler, on perd de fait beaucoup d'argent, beaucoup de compétitivité parce que nos chefs d'entreprise, nos acteurs économiques, pendant ce temps, ne font pas ce qu'ils devraient faire, c'est-à-dire développer leurs entreprises, développer l'économie, développer notre pays. C'est pour ça que ce point de la confiance est une des clés pour nous de l'entrée dans la compétitivité de notre monde économique. Plus concrètement, on va développer un certain nombre d'outils pour parvenir à ça. Le premier, évidemment, la médiation. C'est le métier qui donne son nom à la fonction que je porte et j'allais dire à l'entité que je pilote. La médiation est un outil qui était méconnu il y a une dizaine d'années, il faut bien le dire, quand on a démarré cette aventure et qui est, je pense, en tout cas les chiffres le montrent, de plus en plus connu. Nous avons développé cette médiation, donc à la fois entre entreprises et acteurs publics depuis 10 ans. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Quand je suis arrivé, on en était une centaine de médiations par an. Fin 2019, on en était une centaine de médiations par mois. Et l'an dernier, on a fait plus de 3000 médiations. Donc, c'est vous dire que cet outil monte formidablement en puissance. Et c'est pourtant un outil très simple. Je rappelle en 2 mots comment ça marche une médiation. Une entreprise ou une administration, et je rappelle que les deux peuvent le faire, vont sur le site médiateurdesentreprises.fr, remplissent en quelques mots l'objet de leur saisine. Voilà, j'ai un problème avec une autre entreprise ou un acteur public. Ça peut être un retard de paiement, une rupture de contrat, ça peut être une difficulté sur une fin de chantier, ça peut être, comme on l'a pas mal vu pendant la crise, une difficulté entre un commerce et un bailleur, tous ces commerces qui étaient fermés administrativement ou qui avaient un chiffre d'affaires qui s'est écroulé et qui n'arrivaient plus à payer leur loyer. Ça peut être des difficultés sur crédit impôt recherche. Il y a plein de sujets sur lesquels on peut être saisi. Donc, je saisis en quelques lignes ma difficulté. À partir de là, tout devient 100% confidentiel. J'insiste dessus parce que c'est un des outils qui font le succès de la médiation. Le médiateur ou la médiatrice la plus proche de chez moi me rappelle dans la semaine. Je reviendrai sur le tissu de nos médiateurs et puis discute, vous écoute, peut-être va vous donner un petit conseil avant de démarrer et une fois que vous êtes prêt, soit vous, soit le médiateur ou la médiatrice va chercher l'autre partie, lui dire on a une médiation pour vous, c'est confidentiel, c'est gratuit, je rappelle que c'est un service public donc il n'y a pas de coût pour les médier comme on les appelle et c'est rapide et on vous propose de venir autour de la table ou du téléphone ou du Zoom ou tout autre outil pour essayer en toute confidentialité d'avoir un dialogue équilibré, de trouver une solution. La bonne nouvelle, c'est que ça marche. C'est une fascination pour moi depuis 10 ans. Nous sommes sur un taux de succès. Ce qu'on appelle un taux de succès, c'est un taux d'accord entre les parties.
hein, je précise, le médiateur, ce n'est pas un arbitre, ce n'est pas un juge, ce n'est pas un avocat, c'est vraiment un facilitateur de dialogue, mais ceux qui trouvent la solution, c'est les deux parties qui sont autour de la table. Donc, les deux parties, dans 7 cas sur 10, 70% des cas, trouvent leur solution, signent un accord s'il y en a besoin, et en tout cas la mettre en œuvre parce que c'est leur solution. Donc, vous voyez un outil formidable qui s'est formidablement développé et qui continue à le faire, et c'est très bien, qui a été extrêmement utilisé pendant la crise, mais qui l'est toujours maintenant à la sortie de crise. Quelques mots peut-être sur nos médiateurs, pour préciser qui ils sont, donc médiateurs et médiatrices. Vous avez 2 types de médiateurs et médiatrices. Vous avez d'une part des agents de l'administration qui sont dans la partie économique, bien entendu, de l'administration, dans ce qu'on appelle les DRECS aujourd'hui, hein, les anciennes directs dans les régions. Donc des agents qui ont en général une autre fonction, mais qui dégagent, avec l'accord de leur hiérarchie, 20, 30, 40% de leur temps pour faire de la médiation partout en région. Donc il y a 40 médiateurs et médiatrices aujourd'hui dans les régions, en proximité de toutes les entreprises. Et puis nous avons aussi en complément, pour les cas les plus compliqués ou quand il y a besoin de ressources supplémentaires, la chance d'avoir 40 médiateurs bénévoles, retraités pour la quasi-totalité, anciens chefs d'entreprise, anciens juges au tribunal de commerce, anciens cadres dirigeants. Vous voyez des gens qui ont anciens cadres de l'administration, d'ailleurs des experts des marchés publics aussi, qui ont un vécu formidable, extraordinaire, et qui, j'allais dire, leur meilleur enjeu aujourd'hui dans la vie, c'est d'aider les autres. Et donc, ils sont à votre disposition pour faire toutes ces médiations. Donc, vous voyez, un panel de 80 médiatrices et médiateurs partout sur le territoire, là pour vous aider. Ce qui nous a amené, effectivement, vous l'avez dit Sandrine, à élargir largement le spectre de nos interventions. On a commencé par de l'interentreprise, on a ensuite fait des marchés publics, qu'on conserve bien entendu. On a ensuite ouvert à tout ce qui était innovation. Je parlais de crédit impôt recherche, mais il y a tous les problèmes de financement d'innovation ou tout ce qui peut poser difficulté avec le monde de l'innovation qui reste très complexe. Les relations entre bailleurs et commerçants, je l'ai mentionné, mais aussi de plus en plus des sujets qui vont au-delà sur les difficultés entre entreprises et administration. On teste encore dans certaines régions, d'ailleurs, d'avoir une médiation élargie à tous les sujets, que ce soit fiscal, URSSAF, tout ce qui peut poser problème entre une entreprise et une administration. On a particulièrement été sollicité, et là, le ministre, notamment Bruno Le Maire, nous a missionné là-dessus pendant la crise sur le fonds de solidarité par rapport aux entreprises qui avaient des difficultés à l'obtenir et qui ne rentraient pas dans toutes les cases. Donc, vous voyez, un champ extrêmement élargi de la médiation, qui, pour finir, peut aussi être saisi de différentes manières, parce que j'ai parlé de ces médiations individuelles, on a été saisi par une seule entreprise, mais on peut être saisi collectivement par un groupement d'entreprises qui a une difficulté. Et puis enfin, cet outil se déploie sur une dernière dimension, qui est ce qu'on appelle les médiations de filière, c'est-à-dire qu'on peut être amené à faire travailler toute une filière ensemble dans le dialogue pour essayer d'améliorer la situation, les difficultés. On le fait en ce moment sur le nucléaire, l'automobile, l'aéronautique, la cosmétique, le bois, etc. Donc, vous voyez, un outil qui s'est effectivement très largement développé. Merci Pierre. Donc, on le voit effectivement, le médiateur des entreprises a un rôle extrêmement large qui s'est bien développé au fil des années. Alors Pierre, je voudrais qu'on fasse un focus parce que je sais que pour vous déjà c'est un sujet extrêmement important et qui est porté depuis longtemps. On va parler des délais de paiement. C'est un sujet très sensible pour les opérateurs économiques. Il y a eu des évolutions ces dernières années. Vous travaillez beaucoup sur ce sujet-là. Alors, j'ai une question assez simple. Finalement, les entreprises françaises ou les entités publiques sont-elles devenues des bons payeurs? Effectivement, vous l'avez dit, Sandrine, c'est un de nos sujets majeurs. Ça n'est pas un hasard. On va reparler tout à l'heure du label et de la charte relations fournisseurs achats responsables. Ce n'est pas un hasard si c'est le premier sujet que vous retrouverez sur cette charte. C'est parce que dès le début de la médiation, il y a 10 ans, c'était un sujet majeur et ça le reste, j'allais presque dire malheureusement aujourd'hui. Hein, les chiffres nous montrent que le sujet n'est pas éteint, loin de là. On a eu la parution avant-hier de l'Observatoire des délais de paiement, hein, qui rend tous les ans ces chiffres, qui a montré que, comme je le disais, le sujet n'est pas éteint, loin de là, même si, en fait, si on regarde les chiffres,
On a beaucoup progressé pendant des années. Je rappelle que la LME, la loi de modernisation de l'économie qui fixait les délais de paiement, c'est 2008. On avait eu des dépassements majeurs depuis 2008. Et puis, avec tous nos efforts, on était arrivé à du mieux, puisque fin 2019, on était entre 10 jours et demi et 11 jours de retard. Ça reste beaucoup, mais ça reste beaucoup mieux que ce qu'on avait connu historiquement. Et chaque année, on voyait une progression continue, c'est-à-dire que le nombre de jours de retard diminuait. Malheureusement, la crise est passée par là et l'Observatoire nous dit que mi-année 2020, c'est-à-dire à l'été 2020, on était remonté jusqu'à plus de 15 jours de retard. Donc, vous voyez, la crise a créé une bulle de retard assez exceptionnelle. On a mis pas mal de choses en place. Évidemment, la médiation a été extrêmement mobilisée. Je rappelais le nombre considérable de médiations qu'on a eues et pas mal été sur ce sujet-là. On a même, à la demande des ministres, mis en place un comité de crise que je copilote sur ce sujet, où on a l'ensemble des acteurs de l'économie, que ce soit le MEDEF, l'UDP, la CPME, les chambres de commerce, les chambres des métiers et la DGCCRF, bien sûr. Et grâce à ce comité de crise, on a pu intervenir directement. Là, on était moins en mode médiation, mais plus en mode action, auprès des chefs d'entreprise qui étaient identifiés comme dérivants, c'est-à-dire ayant des paiements qui ne correspondaient plus du tout à la norme. Donc, grâce à tous ces efforts et au travail qu'on a pu faire pendant l'année de crise, en fin d'année, on était revenu, non pas malheureusement aux 11 jours, mais on était aux environs de 12 jours et demi, c'est-à-dire qu'on a quand même réussi à contenir la dérive qui se profilait largement tout au long de la crise. Ce niveau de 12 jours et demi reste le niveau actuel, ce qui veut dire qu'on n'a pas encore complètement rattrapé notre retard. Donc, il reste un effort considérable à faire. Et c'est vrai qu'il faut que tout le monde y mette du sien, parce que c'est primordial. Ça l'était avant la crise, ça l'était évidemment pendant la crise, et j'allais dire, ça va l'être encore plus maintenant. En période de reprise, la trésorerie des entreprises ne sera plus constituée évidemment des aides. C'est la fin des aides pour la plupart des secteurs, même si les plus fragilisés restent suivis. Ça va être le remboursement des PGE. Donc aujourd'hui, on va revenir dans ce qu'on appelle l'économie normale, c'est-à-dire où la trésorerie des entreprises est très, très majoritairement faite par les paiements de leurs clients. Je rappelle que le crédit interentreprise, c'est plus de 650 milliards d'euros. Donc on est au-delà de toutes les aides possibles et imaginables. Mais ce qui veut dire que quand on voit qu'aujourd'hui, autre chiffre donné par l'Observatoire, il y a 19 milliards d'euros qui devraient être dans les caisses des PME, TPE, qui restent dans les caisses des grands groupes et ETI, on se dit qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire et qu'il faut absolument continuer un effort sur la réduction des délais de paiement. L'objectif, c'est simple, c'est un jour d'arriver à payer tout en temps et en heure. Mais ça, on en est encore loin avec nos 12 jours de retard aujourd'hui. Donc, vous voyez, un effort majeur à faire. Je dois souligner quand même, et c'est important pour ceux qui nous écoutent, que l'Observatoire montre qu'il y a une partie des acteurs qui ont vraiment joué le jeu. D'une part, dans le privé, il y a des acteurs on les avait mis en avant dans le comité de crise, non seulement n'ont pas payé en retard, mais ont même payé en avance, c'est-à-dire ont fait l'effort d'aider les petites entreprises les plus fragiles en les payant plus tôt que d'habitude. Et d'autre part, le secteur public dans son ensemble a plutôt très bien performé puisqu'ils ont fait mieux qu'avant. Donc là, pour le coup, s'il y a un domaine sur lequel on ne s'est pas dégradé, et on l'a vu, nous d'ailleurs, au comité de crise en médiation, on a eu quasiment pas de cas, peut-être un ou deux, mais d'acteurs publics. Les acteurs publics ont fait l'effort de payer le plus rapidement possible pendant la crise. Et ça, il y a un coup de chapeau qui doit vous être rendu pour ceux qui sont là. C'est bien, évidemment, continuer. On a su faire preuve d'ingéniosité, même parfois en télétravail, on a des situations difficiles pour continuer à payer, voire même améliorer les délais de paiement. Il faut évidemment que le monde public continue à être exemplaire et aller encore plus loin, que toutes les factures soient payées à l'heure, ce serait vraiment formidable. Merci Pierre. Alors, vous venez d'évoquer avec la reprise économique et le plan de remboursement des PGE, le financement des entreprises va devenir un phénomène important.
Je sais qu'il y a, vous portez et vous soutenez activement des mesures en faveur du financement des entreprises. Pouvez-vous nous expliquer quelles sont les principales mesures et comment y accéder? Bien sûr. On le disait tout à l'heure, le financement, la trésorerie des entreprises, c'est la clé. C'est la clé de la vie des entreprises, c'est encore plus la clé de la reprise. On parlera un peu plus tard probablement de matières premières, mais avec la flambée des prix des matières premières, ne serait-ce que de concevoir, créer, mettre en œuvre une commande, ça coûte encore plus cher maintenant que ça ne coûtait il y a un an. Donc, le besoin de trésorerie est formidable en ce moment pour nos entreprises. Que faire par rapport à ça? Je le redis, délai de paiement, avance, acompte, enfin voilà, évidemment, il y a tous les outils classiques qui vous permettent de donner de la trésorerie à vos entreprises, fournisseurs, le plus tôt possible pour leur permettre d'avancer. Et là, vous savez que l'évolution, notamment des marchés publics, vous permet d'aller beaucoup plus loin sur les acomptes, les avances et de diminuer à l'autre bout du spectre les retenues de fin de chantier. Donc, utiliser tout ça à fond, c'est un besoin impératif. Après, il y a d'autres outils, certains conjoncturels, d'autres structurels, et au moins deux que je voudrais mettre en lumière. Le premier, il est lié à la crise. Il est encore utilisable jusqu'à la fin de l'année. Et là, pour les chefs d'entreprise qui nous écoutent, je vous demande toute votre attention parce que malheureusement, ou peut-être qu'il n'est pas utile, mais ça m'étonnerait, il est sous-utilisé. C'est le financement du bon de commande garanti par l'État. En deux mots, vous recevez un bon de commande, vous avez besoin de trésorerie tout de suite, ne serait-ce que pour acheter la matière première, comme je le disais tout à l'heure. Vous allez voir votre facteur, votre banquier ou tout organisme de factoring, et vous lui dites, voilà, j'ai un bon de commande et j'aimerais le financer tout de suite. Et vous pouvez le faire avec la garantie de l'État. Donc, vous aurez l'argent immédiatement et en plus à un taux extrêmement bas puisque la garantie de l'État vous couvre. Donc, outil extraordinaire et encore une fois, outil pas assez connu à mon sens, sous-utilisé, c'est bien dommage. Et il n'est disponible que jusqu'à la fin de l'année. Je ne suis pas sûr qu'il soit reconduit puisqu'on n'est plus en période de crise. Donc, si vous en avez besoin, c'est le moment de l'utiliser, de le tester et je suis sûr que ça pourra vous aider. Outil plus structurel, ce qu'on appelle le paiement fournisseur anticipé. Là, c'est un outil qui est déclenché par les clients, qui peut être mis en place par tous les clients, publics et privés. L'UGAP, par exemple, le met en place, EDF le met en place, donc il y a des CHU qui le mettent en place aussi. C'est un outil qui est assez simple, mais qui part d'un accord entre l'acteur public et un financeur, en général une banque, qui va autoriser de la facturage, mais un taux, là encore, très réduit. Pourquoi? Votre fournisseur vous envoie une facture, vous, très rapidement, vous validez la facture en 5-10 jours, le temps qu'il vous faut, mais on essaye que ce soit le plus court possible. Une fois que la facture est validée, cette information est envoyée au banquier. Et à partir de ce moment-là, le fournisseur peut avoir un financement de sa facture avec évidemment un taux beaucoup plus bas, qui aurait été d'ailleurs fixé à l'avance, puisque le banquier n'a plus de risque. Il sait que cette facture sera honorée à échéance. Donc, cet outil de paiement fournisseur anticipé, je vous engage vraiment, vraiment, vraiment à le découvrir, à l'utiliser, à le mettre en place pour tous les acteurs, notamment les acteurs publics qui sont autour de la table. La loi vous y autorise. On a même un article de la loi Pacte qui a été consacré à cet outil pour s'assurer que ça soit bien autorisé pour les acteurs publics. Comme je vous l'ai dit, certains sont en train de passer le pas. On en a de plus en plus, mais à mon sens, pas assez. Si vous avez besoin de vous renseigner, comme toujours, n'hésitez pas à médiateurdesentreprises.fr. On a des gens spécialisés là-dedans qui pourront vous accompagner. Mais découvrez cet outil, mettez-le en place pour le bien de vos entreprises. Passer d'un délai de paiement de 30, voire un peu plus de jours, à un délai de paiement de 5 à 10 jours, évidemment, ça peut faire toute la différence pour elles. Merci Pierre. Alors, il nous reste 2 minutes, donc ça va être très court. Juste, effectivement, revenir sur un point que vous avez déjà évoqué. Une mission du médiateur, c'est de favoriser et faciliter l'innovation. Et il y a l'animation du dispositif de référencement des acteurs du conseil en crédit impôt recherche et crédit impôt innovation. Alors, est-ce que très rapidement, vous pouvez nous en parler un peu? Bien sûr, bien sûr. En quelques mots, comme je le disais, parmi nos missions, on fait de la médiation sur le crédit impôt recherche. C'est parfois compliqué
pour une entreprise qui se voit refuser ou retoquer son crédit impôt recherche. Donc, on peut faire de la médiation là-dessus, ce qui nous a permis de découvrir un peu le monde du conseil sur le crédit impôt recherche, un monde dans lequel vous avez des acteurs, certains extrêmement compétents, d'autres moyennement compétents et d'autres, il faut bien le dire, beaucoup moins compétents. Et donc, on s'est dit, il faut mettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Et on a réuni l'ensemble des acteurs. Comme je vous l'ai dit, la médiation, c'est toujours du dialogue. Hein, les fédérations, associations de cabinets conseils, les acteurs de l'entreprise innovante, les ministères concernés. Il y en a deux, Bercy et la recherche. Et on a créé un référencement des cabinets conseils. C'est-à-dire, d'abord, on a dit qu'est-ce que c'est qu'entre guillemets un bon cabinet conseil. Et puis, on a demandé aux cabinets qui étaient intéressés de venir se faire référencer, c'est-à-dire nous démontrer qu'elles suivaient les préconisations qu'on avait collectivement mis en place. Donc, vous avez plus d'une cinquantaine de cabinets, donc une très large couverture maintenant de cabinets conseils référencés. Vous les trouvez là aussi, bien entendu, sur le site médiateurdesentreprises.fr. J'engage toutes les entreprises, surtout les plus petites, qui souvent ont besoin d'accompagnement, à d'abord consulter cette liste, faire leur choix, bien évidemment, dans la liste, mais de se dire qu'ils auront face à elles un cabinet qui les aidera vraiment, qui ne va pas les pousser vers un crédit d'impôt recherche auquel elles n'auraient pas droit, ou parfois un crédit impôt innovation, mais au contraire les accompagner, permettre qu'elles aient un dossier solide, et si elles y ont droit, d'obtenir leur crédit d'impôt recherche, qui est évidemment un outil qu'on veut continuer à développer pour toutes nos entreprises, pour toute l'innovation dans notre pays. Voilà Sandrine, j'ai essayé de respecter les 2 minutes. Impeccable, il est 9h50. Donc, je vous remercie beaucoup, Pierre. Je vous invite donc à retrouver aussi Pierre Pelouzet donc, le 5 octobre prochain au salon de l'IFTM Top Resa pour évoquer d'autres sujets très enrichissants. Merci beaucoup, Pierre, et à très bientôt. Merci à vous. À bientôt.